Comment se comporter avec les autres? Je souhaiterais, sous une forme synthétique, partager avec le lecteur certaines choses que j'ai apprises. J'espère que tous ensemble, nous pourrons évoluer vers la sagesse et la libération. Dans le Vimalakirtinirdesa Sutra, on retrouve le passage suivant. Ce qui, du fait qu'il peut cerner chacune des fonctions des êtres sensibles, est capable de percevoir, c'est Bodhi. Ce qui est incapable de comprendre, c'est Bodhi. En effet, il ignore tout ce que sont les différentes entrées. Cet extrait contient à la fois le sens véritable du bouddhisme et la miséricorde du Bouddha et des bodhisattvas. Il est comme une lumière permettant de dissiper les ombres des hérésies qu'affronte le bouddhisme. Il ouvre les yeux de tous les pratiquants qui souhaitaient identifier les enseignements qui ne proviennent pas du Bouddha. Ce passage indique que ce qui est incapable de comprendre, c'est Bodhi. Or, ce qui nous permet de comprendre, c'est notre conscience mentale. En conséquence, la conscience mentale ne peut être Bodhi. C'est pourquoi il est impossible de dire que les théories des personnes qui soutiennent que l'illumination consiste à atteindre une profonde tranquillité de la conscience mentale et à être capable de la réveiller à tout moment, s'opposent à ce que disent les sutras. Cette conscience mentale n'est pas le cœur de Bodhi. L'illumination dont parlent ces gens n'a rien à voir avec l'illumination authentique. Cette conscience mentale, certes, n'est pas Bodhi. Pourtant, elle nous aide à comprendre beaucoup de choses. Les gens ont parfois, sur un même sujet, des points de vue différents. C'est là quelque chose de très intéressant, car cela permet une certaine ouverture d'esprit. Par exemple, certains disent qu'il faut vivre dans l'instant présent. Ils adoptent un point de vue étroit et non une vue globale. Seul Bodhi est en mesure de voir les choses de façon exhaustive. La conscience mentale en est incapable, ce qui nous autorise à affirmer qu'elle n'est pas le cœur de Bodhi. Ce que nous voyons n'est pas forcément juste. Je voudrais à présent illustrer ce propos par un exemple. Il y a quelques années, je me rendis en Italie pour visiter des amis. Je marchais dans la rue avec deux amis lorsqu'une Ferrari passa devant nous en coup de vent. La conductrice était une jolie blonde qui portait des lunettes de soleil et paraissait très détendue. L'un de mes amis, féru de voitures de collection, fut si profondément excité à la vue du véhicule qu'il m'en donna instantanément le modèle et l'année, et n'a pas remarqué la fille. Inversement, mon autre ami, playboy dans l'âme, n'eut Dieu que pour la blonde, notant qu'elle était très belle et que sa poitrine était opulente. Mais il ne fit pas attention à la jolie coupe de la Ferrari. Ils étaient tous deux dans un état d'excitation avancée, mais chacun avait vu uniquement ce qu'il avait eu envie de voir. Si l'on affirme que ce qu'on a vu est vrai, alors celui qui n'a considéré que la Ferrari aurait été en désaccord avec celui qui avait vu la conductrice, ce qui aurait abouti à un conflit. La conscience mentale est incapable de cerner toutes les fonctions des êtres sensibles. C'est pourquoi il faut modérer les propos des gens qui, pensant être dans la pensée bouddhiste, vous disent qu'il faut vivre au présent. Cette façon de vivre est très limitée et est étrangère au bouddhisme. Le moment présent est un agrégat du processus. Il est l'activité permanente de la conscience mentale. Le moment où je parle est déjà loin de moi, disait le poète Nicolas Boileau. Ainsi, même le présent est vide. C'est la raison pour laquelle les gens qui pensent au nom du bouddhisme qu'il faut vivre dans le présent ne connaissent rien au bouddhisme.
Les pratiquants bouddhistes ne vivent jamais dans le moment présent. Ils considèrent la conscience mentale et observent que la naissance et la disparition de pensées y ont sans cesse lieu. Puis ils s'interrogent sur la manière dont il leur est possible de réunir les conditions nécessaires à une transformation positive des fruits karmiques. Ils considèrent donc le passé, le futur et le présent. L'enseignement du Bouddha envisage ainsi les choses de manière globale, tenant compte de l'évolution complète du processus karmique. Si quelqu'un s'attache trop à quelque chose qu'il a observé dans l'instant présent, il aura l'esprit moins ouvert. Il se comportera comme mes deux amis italiens. Il sera en désaccord avec ceux qui voient autre chose que lui. À partir de là, faut-il vraiment vivre dans l'instant présent? Je vous laisse y méditer. Les obstacles et les conflits sont inévitables dans la vie. Lorsque quelqu'un nous oppose un point de vue différent du nôtre, comment pouvons-nous échanger avec lui? Les situations conflictuelles, les obstacles sont ce qu'il y a de plus efficace pour mettre à l'épreuve notre pratique. Si nous comprenons cela, nous pouvons nous détacher de notre propre point de vue et écouter l'opinion d'autrui. Ce n'est déjà pas si mal, car lorsque nous sommes dans l'instant présent, nous ne voyons pas les choses d'une manière exhaustive. Je voudrais vous parler d'une expérience que j'ai pu observer. Durant mes premiers jours en qualité de chef de projet en recherche et développement, beaucoup d'ingénieurs de mon équipe étaient très expérimentés, certains même plus que moi, et ils étaient plus âgés que moi. En tant que chef de projet d'origine étrangère, le fait de diriger une équipe française est loin d'être une tâche évidente. Lors de réunions, il arrivait souvent que certaines personnes s'opposent au point de vue que je leur soumettais, et parfois même elles me reprochaient de ne rien comprendre. Ce n'était pas très agréable. J'entendais également souvent des gens me critiquer lorsque j'avais le dos tourné. Par exemple, j'entendis dire que la France était décadente, que les Chinois étaient de plus en plus riches, qu'ils achetaient de nombreuses compagnies françaises et que même leur chef de projet était un Chinois. Pour eux, c'était la crise. Un jour que je voulais déjeuner avec eux, l'un des membres de mon équipe murmura à un autre. « Pas lui, s'il vient manger avec nous, nous ne pourrons plus parler de lui en mal. » Ayant entendu ces paroles, je répondis ouvertement. « Je ne souhaite plus manger avec vous. Vous avez donc désormais tout loisir de parler de moi en mal. Et vous savez que le tableau que vous avez dressé est déjà noir. Vous pourrez toujours y ajouter 3 couches de peinture noire, cela ne changera rien à l'affaire. » Un jour encore, j'avais demandé à la personne la plus expérimentée de mon équipe combien de temps il fallait pour mener à bien un projet. « Un certain temps, » m'avait-elle répondu froidement. « C'est-à-dire, » avais-je rétorqué. « Un certain temps, » avait-elle répété, le visage fermé. Cet ingénieur ne répondit même pas aux autres questions que je lui avais posées ensuite. J'étais très fâché, si bien que je l'avais sermonné très sèchement devant tout le monde. À cette époque, j'étais stressé, inquiet, et je me sentais vraiment seul. Je ne savais pas comment réagir à la situation. Les ingénieurs m'ignoraient, sans compter que la pression qu'exerçait mon chef sur moi était forte. Je savais que si je fuyais la situation, les choses allaient s'aggraver. Il était donc bien plus juste de m'y confronter. J'avais donc décidé de discuter avec l'ingénieur. Je l'avais convoqué dans la salle de réunion afin d'abord qu'il me donne son opinion au sujet de mon travail, si certaines choses ne lui convenaient pas. Je voulais qu'il exprime le fond de sa pensée. Je l'avais donc laissé parler sans l'interrompre. Il me confia qu'il n'avait pas accepté d'être réprimandé devant les autres, qu'il était plus âgé que moi, qu'il avait plus d'expérience. Je lui répondis que je n'acceptais pas son comportement. Il me demanda alors de lui laisser le temps d'étudier le nouveau projet que je lui avais soumis. Il avait besoin d'une journée pour évaluer le temps nécessaire à sa réalisation. Or, je ne lui avais pas jusque-là accordé ce temps. Ce que m'avait dit cet homme a du sens. Je n'avais pas compris qu'il lui fallait un jour au moins pour réfléchir.
Je m'approchai de lui et je lui présentai mes excuses. Il tourna son visage, ses yeux avaient rougi. C'est la première fois qu'un chef me demande pardon, me confia-t-il. Et puis, je n'ai pas bien dormi ce dernier jour. J'étais désolé qu'à cause de moi, il se sente si fatigué. Je lui serrai ensuite une main franche. Depuis, cet ingénieur est devenu mon bras droit. Et une rumeur dit que lorsque quelqu'un médit sur moi, il le morigène. Il m'a même vendu sa voiture à un prix dérisoire. Voilà un exemple qui montre que lorsque nous sommes en conflit avec quelqu'un, il nous faut nous y confronter. Si nous fuyons la situation, le malentendu va aller croissant. Ce que nous voyons, écoutons ou ressentons face à une situation donnée n'est pas nécessairement juste. Car chacun voit en fonction de son propre point de vue. Il ne faut donc jamais vivre dans le moment présent, lequel n'offre qu'une vision partielle des choses. Une autre histoire m'a été rapportée et je souhaite sincèrement la partager ici avec le lecteur. Il s'agissait d'une jeune femme française qui venait d'obtenir son premier emploi. Elle mettait dans son travail beaucoup de sérieux et s'imposait une pression considérable, à tel point que son supérieur avait fini par remarquer ses efforts. Un certain vendredi après-midi, elle reçut un coup de téléphone de son supérieur. Il lui demandait de l'accompagner chez des clients afin de présenter un nouveau produit. Même si elle ne connaissait pas ce produit, elle accepta malgré tout la proposition qui lui avait été faite et travailla le week-end tout entier à mieux connaître le produit qu'elle allait présenter. Elle rédigea une excellente présentation et attendit avec impatience la venue du lundi matin. Lorsque ce jour arriva et qu'elle rencontra les clients, son chef à ses côtés, elle commença à présenter le produit. Mais alors qu'elle avait à peine ouvert la bouche et qu'elle souriait à son supérieur, celui-ci se leva et lui demanda de s'asseoir, afin qu'il puisse poursuivre lui-même la présentation. Ce fut donc son chef qui acheva la présentation, ce qui eut pour effet sur la jeune femme de se sentir profondément humiliée. Elle avait l'impression de s'être couverte au ridicule devant les clients. Lorsqu'elle s'en retourna dans l'entreprise, elle se rendit aux toilettes et y pleura beaucoup. Elle s'était sentie si mal que les jours qui suivirent n'eurent plus de sens à ses yeux, en sorte qu'elle envisagea de quitter l'entreprise et de rechercher un autre travail. Un jour qu'elle déjeunait avec des amis, elle leur raconta cette histoire. Certains de ses interlocuteurs, qui connaissaient son ancien chef, pensèrent qu'il devait s'agir d'un malentendu. Quant à la jeune femme, elle n'en croyait rien et ne voyait pas l'intérêt de discuter avec un homme qui avait fait preuve d'un tel sexisme. Elle était bien résolue à quitter l'entreprise dès qu'une nouvelle opportunité d'emploi se présenterait à elle. Il va sans dire que ce déjeuner ne fut agréable à personne. Quelque temps plus tard, elle fut convoquée par son supérieur parce qu'il ne la trouvait plus aussi rigoureuse dans son travail. Il la fit entrer dans son bureau, ce qui donna à la jeune femme l'occasion de confier, entre deux sanglots, l'humiliation qu'elle avait éprouvée lors de la présentation. Quand elle eut fini de s'exprimer, le directeur confia à son tour son propre ressenti. Il savait pertinemment qu'elle ne connaissait pas bien son nouveau produit et, mal à l'aise vis-à-vis de cette situation, il avait vite regretté de lui avoir imposé une pression inutile. C'était pour cette raison qu'il avait décidé de terminer la présentation, alors que la jeune femme avait tout juste commencé. Elle lui avait souri, il avait interprété ce sourire comme un appel au secours. Une fois que la jeune femme et son chef eurent levé leur malentendu, elle sortit du bureau contente. Elle avait retrouvé le sourire et n'avait plus envie de quitter l'entreprise. Un seul sourire avait causé un si lourd malentendu. À partir de là, le fait de vivre au présent est-il vraiment bénéfique? Avez-vous remarqué que les gens, quand ils parlent entre eux, occupent les 2/3 de la conversation à parler positivement d'eux-mêmes? Quant au dernier tiers, ils le remplissent à injurier les autres ou à en dire du mal. Nous voyons ici combien la communication est un aspect important de la pratique. Plus les gens sont avancés dans la pratique, plus ils sont accessibles. C'est pourquoi il faut soigner notre communication. En outre, pour pouvoir pratiquer convenablement, il faut avoir une certaine maîtrise de notre subconscient.
Je souhaiterais ici vous parler de la méthode DESC, car cette méthode possède beaucoup de liens avec la pratique bouddhiste. Tout d'abord, cette méthode, tout comme le bouddhisme, dit qu'il faut oser affronter les difficultés. Il ne faut pas les fuir. Toute difficulté se donne comme une occasion de progresser. Or, si nous sommes capables de résoudre un problème, une difficulté, nous augmenterons nos affinités avec autrui. Aussi nous faut-il définir très précisément la nature des problèmes que nous rencontrons. Ensuite, il nous faut savoir exprimer la difficulté avec les mots justes. La plupart du temps, lorsque nous exposons un problème, nous avons la critique facile concernant autrui. Tu fais toujours ceci, cela, ou bien c'est encore ta faute. Ces mots-là, toujours, encore, ceux à qui ils s'adressent ne les acceptent pas. Cela vient de ce que notre subconscient, ou manas, est entêté. Il s'obstine à rejeter la critique. Aussi, si notre but est de critiquer, il est inutile d'essayer de résoudre le problème. Au lieu de cela, nous pouvons évoquer notre ressenti en nous fondant sur un fait concret. Le fait d'exprimer nos émotions donne à notre témoignage une sincérité qui montre que nous cherchons réellement à mettre un terme au conflit. Par ailleurs, il faut trouver un terrain d'entente entre les deux personnes et déterminer comment le différend peut être résolu. Je vous suggère de rédiger un petit texte qui expose les engagements, les décisions que vous avez prises pour régler le conflit. Sans cela, nous comprenons ce que nous voulons comprendre, sachant en plus que notre conscience mentale, donc notre compréhension, sont très limitées. Il nous est impossible de connaître la pensée de l'autre. Sans le respect de ces engagements, le malentendu entre les deux personnes va perdurer. Le fait de rédiger ces décisions nous permet de nous éloigner d'une mauvaise compréhension. Enfin, il faut féliciter la personne qui a respecté ses engagements, car elle a évolué et amélioré la relation que nous avons avec elle. Il ne faut pas être avare de compliments. Tout au contraire, il faut remercier ces personnes qui, en nous imposant des problèmes, nous aident à progresser. Je voudrais pour finir reprendre un petit texte du maître Kuan Yin. Avant d'atteindre la bouddhéité, il est nécessaire de créer de bonnes relations karmiques avec autrui. Le pratiquant doit s'exercer à la générosité afin d'établir d'heureuses relations karmiques et savoir aider les gens de façon désintéressée. Cela vaut aussi pour les gens méchants et pour les animaux. Si quelqu'un rencontre des obstacles à chaque fois qu'il entreprend quelque chose, ou que les gens le haïssent promptement, cela vient du fait que dans ses vies antérieures, il a peu travaillé la générosité avec autrui. Les bénéfices karmiques de notre générosité viendront plus tard. Les gens avec qui nous aurons été généreux seront plus tard contents de nous rencontrer, et nous aurons ainsi une chance plus grande de les amener à pratiquer le bouddhisme à nos côtés et à faire d'eux des bodhisattvas. Le Vimalakirti Nidveseva Sutra dit: ce qui, du fait qu'il peut cerner chacune des fonctions de l'être sensible, est capable de percevoir, c'est Bodhi. Ce qui est incapable de comprendre, c'est Bodhi. En effet, il ignore tout ce que sont les différentes entrées. Si vous souhaitez comprendre le sens de cette phrase, je vous invite à venir pratiquer le bouddhisme avec nous. En vous souhaitant d'avoir le moins de soucis possible et l'esprit ouvert, Amitofu.